et des experts sans que cela n'entraîne de conséquences. Aujourd'hui, nous entamons la 3e audition sur le rôle des juristes de l'administration dans le développement de méthodes d'interrogatoire qui ont soulevé des critiques ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Cette politique a été maintenue secrète et cachée aux membres du Congrès et au peuple américain au nom de privilèges assortis d'une interdiction stricte de divulguer, même partiellement, des documents confidentiels. Pourquoi? C'est inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes en présence de 2 architectes de cette politique. Si les témoins veulent bien se lever, prêter serment. Voici David Addington, le chef de cabinet de Dick Cheney, surnommé Cheney's Cheney, c'est-à-dire le petit chien de Cheney. Et John Yoo, le numéro 2 de l'OLC, le bureau du ministère de la Justice chargé de conseiller juridiquement la Maison-Blanche. Monsieur Addington, le professeur Yoo a déclaré que dans certaines circonstances, il est approprié et légal de torturer l'enfant d'un détenu pour obtenir du renseignement. Êtes-vous d'accord avec cela? Je ne suis ni pour ni contre, Monsieur le Président. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je ne suis pas ici pour donner des avis juridiques à votre commission. Vous disposez de vos propres avocats pour vous fournir ces conseils juridiques. Est-ce que le président peut ordonner qu'un suspect soit enterré vivant? Monsieur le Président, je ne crois pas avoir déjà... Je demande votre avis. émis l'avis que le Président pourrait ordonner qu'on enterre quelqu'un vivant. Parmi les exécutants, il y a aussi Jim Haynes, le chef juridique du Pentagone et l'homme à tout faire de Donald Rumsfeld. Monsieur Haynes, vous venez de dire que vous étiez le chef des juristes du département de la Défense. Est-ce exact? Oui, madame, c'est exact. Et combien de juristes aviez-vous sous vos ordres? Je vais le formuler comme cela. Il y a plus de 10 000 juristes au département de la Défense. Voici enfin Alberto González, le conseiller juridique de George Bush, qui a joué un rôle clé pour l'autorisation des méthodes de torture. Croyez-vous que d'autres dirigeants du monde auraient le pouvoir d'autoriser la torture de citoyens s'ils la jugeaient nécessaire pour leur sécurité nationale? Sénateur, je ne sais pas quelles sont les lois qui lient les autres dirigeants du monde, donc je ne crois pas être en mesure de répondre à cette question. González, Addington, Haynes et Yoo. Les 4 juristes se retrouvaient régulièrement dans le bureau de John Yoo, qui occupait un poste stratégique à l'OLC. C'est lui qui était chargé de rédiger les avis légaux rendus par le ministère de la Justice sur toute question soulevée par la présidence. Ces opinions, comme on dit dans le jargon, ont force de loi et elles constituent une protection juridique pour la Maison-Blanche. Les mémorandums secrets, concoctés par les 4 juristes, ont été déclassifiés après le scandale d'Abu Ghraib. Ils ont décortiqué la loi en se demandant comment pouvons-nous la tordre pour que l'administration Bush puisse faire des choses qui sont totalement illégales et indéfendables. John Yoo a rédigé de longs mémorandums sous la direction d'Addington et d'Alberto González, ainsi que d'une poignée d'avocats, pour tenter de justifier l'injustifiable. Ils ont essayé de rendre légales des choses parfaitement illégales. Le premier mémorandum secret a été rédigé par John Yoo le 9 janvier 2002. Il écrit que les conventions de Genève ne protègent pas les membres de l'organisation Al-Qaïda ni les talibans, car ceux-ci ont clairement démontré qu'ils ne respectent pas les règles de la guerre, ils refusent de porter l'uniforme et prennent en otage des avions civils. En conséquence de quoi, ils ne sont pas couverts non plus par l'article 3 des conventions de Genève. Ce premier mémorandum est envoyé sous forme de brouillon au département d'État censé donner son avis. Vous souvenez-vous de la réaction de Colin Powell au brouillon? Il voulait appliquer les conventions de Genève à Al-Qaïda et aux talibans. Il pensait que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous les avions toujours appliquées, même pour des personnes qui n'avaient pas droit à leurs avantages. Et que c'était dans l'intérêt des États-Unis en général, que c'était bon pour la protection de nos forces, et que nous savions parfaitement comment faire, parce que tout le monde dans l'armée avait été formé pour cela.
Notre premier témoin est John Hudson, le doyen et président de l'école de droit de Franklin Pierce de Concord, dans le New Hampshire, qui fut aussi vice-amiral. Doyen Hudson, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Les conventions de Genève ont protégé les troupes américaines de dommages pendant des années. Ce sont nos troupes qui en profitent. À l'origine, les concepteurs américains des conventions les ont considérées comme une manière de protéger les troupes des États-Unis contre l'ennemi, et pas l'ennemi contre les troupes des États-Unis. Si nous commençons à pinailler et à dire « les conventions s'appliquent à celui-ci, mais pas à celui-là, dans ce pays, mais pas dans celui-là », alors les troupes américaines sont subitement en danger. Parce que si nous avons la capacité de faire ce genre de distinction, n'importe quel dictateur sans scrupules fera la même chose, ce qui finira par se retourner contre les troupes américaines. C'était aussi l'avis de Colin Powell. Oui, c'est un chic type. Lui et moi sommes d'accord. Alors que le mémorandum de John Yoo provoque un bras de fer avec le département d'État, Donald Rumsfeld prépare le terrain de l'opinion publique lors de sa première visite dans le camp de détention de Guantanamo. Les premiers prisonniers sont arrivés 11 jours plus tôt. C'est eux que vise le mémo de l'OLC. Rumsfeld sait que l'abrogation des conventions de Genève peut provoquer un tollé. La tactique consiste donc à dire les choses à moitié pour faire tomber progressivement le tabou. The Al-Qaeda is not a country. They did not behave as an army. They did not wear uniforms. They did not have insignia. They did not carry their weapons openly. They are a terrorist network, and it would be a total misunderstanding of the Geneva Convention if one considered Al-Qaeda, a terrorist network, to be an army. Le fait qu'il n'ait pas le statut de prisonnier de guerre ne signifie pas, absolument pas, qu'on puisse les traiter de manière inhumaine, ni qu'on puisse les torturer. Les conventions de Genève sont très claires là-dessus. Justifier la torture, c'était bien le but de la manœuvre bureaucratique. Pour preuve, le mémorandum adressé le 25 janvier 2002 par Alberto González au président Bush. S'appuyant sur les arguments de John Yoo, il écrit « Ce nouveau paradigme rend obsolètes les limitations strictes imposées par les conventions de Genève sur l'interrogatoire des prisonniers. » Puis vient cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Le fait de décider que les conventions de Genève ne s'appliquent pas réduit considérablement la menace d'une poursuite judiciaire dans le cadre de la loi contre les crimes de guerre.